Salut Bissom et bienvenue dans cette vidéo un peu spéciale où nous parlerons d'une des crises majeures qui eut lieu entre le Reichsland Elsass-Lothringen et le gouvernement allemand entre 1886 et 1888. Mais avant ça, un peu de contexte. Souvenez-vous, depuis 1871, l'Alsace sauf Belfort et une partie de la Lorraine ont été rattachés au nouveau Reich allemand sous le nom de Reichsland Elsass-Lothringen. Ce n'est qu'en 1874 que les habitants du Reichsland purent élire pour la première fois leurs représentants au Reichstag, l'équivalent de l'Assemblée nationale en France. Les députés élus furent tous des députés protestataires, un courant politique héritier de l'esprit de la protestation de Bordeaux du 1er mai 1871, où les 27 députés élus par les Alsaciens lorrains sous-signèrent une déclaration lue à l'Assemblée nationale, réunie dans la ville de Bordeaux, et dans laquelle ils protestaient, d'où le nom de protestation, contre la cession des actuels départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle à l'Allemagne. Mais dès l'élection suivante, en 1877, une nouvelle force politique émergea dans le Reichsland, celle des autonomistes. Ce courant politique se détachait nettement de la protestation par sa demande principale qui n'était plus de quitter l'Allemagne, mais d'obtenir l'égalité entre l'Alsace-Lorraine et les autres États de l'Empire allemand. Ce mouvement politique était mené par Ignaz Schaufuhr, August Dollfuss et surtout August Schneegans. Et par la suite, lors des élections suivantes, en 1881 puis 1884, le courant protestataire remonta quelque peu dans les suffrages. Nous en arrivons alors à 1886. Le chancelier allemand Otto von Bismarck se trouve face à une France qui a retrouvé une stabilité institutionnelle depuis la fin du mandat présidentiel du maréchal MacMahon et de la fin des tentatives des royalistes de remettre un roi sur le trône de France. Mais surtout, la jeune République française modernise son armée, que ce soit du point de vue de son organisation, de son armement et de son service de renseignement. De plus, depuis quelque temps, une agitation nationaliste avait pris forme en France. Pour comprendre ce qui s'est passé en 1887 en Alsace et en Moselle actuelle, je vous propose de remonter le temps. Allons rendre visite à un Alsacien en 1895, près de 10 ans après cette crise institutionnelle. Et là vous allez me demander, pourquoi pas directement en 1887 ? Parce que, pour moi, passé quelques années, on peut avoir un regard un petit peu plus objectif sur la question. Hop là, sketlos. Petite précision avant de commencer, vous allez souvent entendre des craquements durant l'interview. C'est à cause du nouveau faux col que notre interviewé a mis aujourd'hui. Vous savez, c'est comme les chaussures neuves, ça grince. Désolé d'avance. Guten Tag, Herr Wolf-Dietrich. Zuerst möchte ich mich bei Ihnen für die Zeit bedanken, die Sie mir für dieses Interview gewähren wollten. Ihre deutsche Sprache ist ziemlich ungefähr. Si vous le voulez, vous pouvez me parler en français. Vraiment? Je peux? Bien entendu, c'est autorisé dans le cadre privé. Bien, dans ce cas... Bon, pour résumer rapidement, vous êtes un Alsacien, né de parents alsaciens et qui sont restés en Alsace après 1872. Aujourd'hui, nous sommes en l'an 1895. Vous-même êtes directeur d'une fabrique de tuiles et vous classez vous-même dans ce que l'on appelle la petite bourgeoisie. Tout à fait. Et vous vouliez que l'on parle de la crise des passeports qui eut lieu en 1887. C'est ainsi que l'on l'appelle ? C'est cela, mais la crise des passeports n'est pas apparue du jour au lendemain pour le plaisir de quelques hauts fonctionnaires prussiens un peu trop zélés. Il faut remonter un peu en arrière. À l'origine de cette douloureuse affaire, il y avait le vote du septennat que monsieur le Reichskanzler von Bismarck voulait relancer. Je vois à votre mine interrogative que vous n'avez aucune idée de quoi il s'agit. En fait, il s'agit du budget de l'armée allemande voté et donc débattu tous les 7 ans au Reichstag. En 1886, au moment où il fit sa demande, il avait pris pour prétexte le renouveau nationaliste en France, entretenu par la Ligue des Patriotes, fondée en 1882 par M. Paul Déroulède, et par le ministre français de la guerre, M. le général Boulanger, qui était alors très populaire en France. L'argumentaire avait été convaincant, mais le Reichstag souhaitait voter le budget de l'armée tous les 3 ans, et ce fut d'ailleurs ce qui fut voté le 15 janvier 1887, ce qui n'a pas du tout plu à M. von Bismarck qui fit dissoudre le Reichstag, ce qui entraîna de nouvelles élections. Et quel fut le résultat de ces élections ? Monsieur le Reichskanzler Bismarck avait obtenu la majorité qu'il souhaitait
et le septennat fut accordé. Mais c'est de notre côté, dans le Reichsland-Elsass-Lothringen, que ces élections avaient pris un cours plutôt inattendu. La plupart des députés qui avaient voté contre le septennat furent réélus, dont des figures de proue du mouvement francophile protestataire, comme M. Auguste Lalance à Mulhouse, le regretté Jacques Cablé à Strasbourg, M. Jules-Dominique Antoine à Metz, mais surtout la défaite de M. Hugotson von Boulard, le seul à avoir voté pour le septennat, battu par un inconnu en politique, le docteur Edward Zifferman. Juste. Ce que l'on oublie souvent de dire, c'est que M. Zifferman n'était pas complètement inconnu. Il était président de la Société de gymnastique de Benfeld et vice-président de l'Association des gymnastes alsaciens. Cette dernière ne faisait clairement pas mystère de sa francophilie. Cette élection prend une allure de retour à la protestation politique. Assurément. Cette élection ressemblait à l'élection de 1874. Après, nous pourrions discuter encore longtemps si M. le Reichskanzler s'attendait à un tel résultat ou non. À mon avis, il ne s'y attendait pas. Après tout, la visite de Sa Majesté le Kaiser l'année précédente à Strasbourg s'était déroulée dans une atmosphère tout à fait correcte et chaleureuse. Je m'en souviens bien, je venais de finir mes études à Kaiser Wilhelms Universität et j'avais assisté à la grande parade en son honneur au terrain du Polygone. La ville... Pardon, excusez-moi de vous interrompre, mais... Ce n'est rien, vous avez raison. Revenons à notre sujet. Au vu des résultats, M. le Reichskanzler von Bismarck appliqua sa manière de faire, à savoir profiter des circonstances pour faire d'une situation qui s'annonçait mauvaise une victoire plus éclatante encore. C'est le Reichsland qui en fit les frais, mais également la France. Effectivement, jusqu'en 1887, les Français pouvaient venir chasser en Alsace. À partir de la fin du mois de janvier 1887, ce n'était déjà plus possible. Les autorités allemandes reçurent comme consigne de ne plus leur délivrer des permis de chasse. C'était, en tout cas, c'est ce qui avait été avancé, pour limiter l'espionnage, vu que les officiers des casernes françaises proches de la frontière avaient l'habitude de chasser dans les Vosges du côté alsacien. Pour rester sur le sujet de l'espionnage, les services de police allemands avaient déjà les services de renseignement français dans le collimateur. Service que le général Boulanger avait développé et qui rendait compte des activités militaires dans le Reichsland comme même dans tout l'Empire allemand. La police allemande fit arrêter les espions alsaciens qui furent jugés à Leipzig en avril 1887 et ils avaient tendu un guet-apens un peu grossier, si vous voulez mon avis, au fameux commissaire de police Monsieur Schneebele, qui était aussi un agent du service de renseignement, en poste d'ailleurs à 2 pas de la frontière. Pour faire simple, son homologue allemand, M. Gauch, l'avait invité par écrit à le rencontrer sur la frontière pour établir un procès-verbal concernant un poteau frontière renversé. M. Schneebele s'y rendit et pendant qu'il attendait M. Gauch et qu'il avait fait quelques pas en territoire allemand, 2 agents de la police allemande déguisés se ruèrent sur lui pour l'arrêter. Après qu'il se soit débattu, il fut emmené et mis au secret à Metz. Cette arrestation mouvementée fut connue le jour même à Paris. La Ligue des Patriotes voulait la guerre. Le président du Conseil Goblet proposa à ce qu'un ultimatum soit envoyé à l'Allemagne et le général Boulanger alla jusqu'à demander au président de la République, M. Jules Grévy, de signer un ordre de mobilisation générale. À l'époque, on parlait déjà de revanche. Et le général Boulanger fut d'ailleurs surnommé Général Revanche, ce qui montrait bien qu'à lui seul, il incarnait cette idée. Quelque chose ne va pas? Quelque chose vous tracasse? Oui. Vous appelez ça votre caméra. Est-ce normal qu'il n'y ait pas de manivelle pour filmer? Je trouve ça curieux. C'est un nouveau modèle. Ah bon? Elle filme automatiquement. C'est impressionnant. Enfin, toujours est-il que Monsieur le Président Grévy, ne voulant pas de la guerre pas plus que Monsieur Bismarck, ont calmé le jeu. Finalement, le commissaire Schneebele fut libéré, les autorités allemandes considérant que l'arrestation avait bien eu lieu en territoire allemand, mais comme il avait été invité par son homologue Gauch, ils considérèrent qu'il s'agissait d'un sauf-conduit tacite. Et que s'était-il passé en Alsace même? Y a-t-il eu des répercussions du fait du vote protestataire? Vous plaisantez. L'Alsace-Lorraine fut dans le collimateur du chancelier de fer.
Sa mesure la plus forte, ce fut l'imposition du régime des passeports, pour le passage de la frontière franco-allemande. Pourquoi donc? Est-ce que, de base, les passeports ne sont pas obligatoires pour passer une frontière? Alors, cela va vous étonner, mais pas avant cette mesure. Auparavant, que ce soit par chemin de fer ou par route, c'était une frontière ouverte, avec évidemment un minimum de contrôle et de formalités. Que l'on soit alsacien, lorrain ou français, il était aisé de la franchir. Puis à partir du 22 mai 1888, obligation fut donnée pour tout ressortissant français de demander un passeport à l'ambassade d'Allemagne, à Paris évidemment, et également un titre de séjour au Kreisdirektor du district où ils se rendaient si éventuellement leur séjour se prolongeait au-delà de 8 semaines. Et inutile de dire que ces faveurs étaient dispensées de manière très parcimonieuse par l'ambassade allemande. Le but était alors de couper les Alsaciens lorrains de la France, avec évidemment le prétexte de l'espionnage. Et y a-t-il eu également des répercussions politiques? Alors, oui, il y en a eu. Ce sont surtout les associations ouvertement francophiles qui ont subi les foudres du Reichskanzler. Les sociétés chorales d'Alsace-Lorraine, oui, je crois que c'est ça, et la Fédération des sociétés de gymnastique, entre autres, comme également l'association étudiante Hervinia Sungovia, dont j'ai connu d'ailleurs des membres actifs durant mon passage à l'université, et qui a été dissoute. Le 1er mars, une soixantaine de perquisitions eurent lieu chez des Alsaciens soupçonnés de sympathie avec la Ligue des Patriotes, et une partie d'entre eux furent jugés et condamnés. Et le 15 mars, le cabinet ministériel de M. le Reichskanzler von Bismarck confia à son staatssekrétaire, M. Karl von Böttcher, qui était en charge du Reichsamt des Innern, de monter un projet devant mener à une annexion du Reichsland au royaume de Prusse, ou alors à un partage avec les États voisins. Le projet fut finalement abandonné par M. von Bismarck quelques jours plus tard sur demande de Sa Majesté le Kaiser. En fait, M. le Reichskanzler lui-même n'a jamais voulu d'annexion à la Prusse, ou même de partage. Tout ce qu'il voulait, c'était terroriser le courant protestataire d'Alsace-Lorraine, en brandissant cette possibilité comme une sorte d'ultime épée de Damoclès. Et toutes ces mesures, est-ce qu'elles ont été efficaces? Monsieur, elles furent très efficaces. L'opposition protestataire fut complètement muselée. Nous pouvons parler des figures de proue du mouvement. Élu en janvier, M. Jules-Dominique Antoine, député de Metz, fut expulsé. M. Auguste Lalande s'est lui exilé en France pour échapper aux poursuites. Et en ce qui concerne le regretté Jacques Cablé, décédé en juillet 1887, lors des élections pour le remplacer, le courant protestataire n'osa même plus présenter de candidat. Et c'est M. Émile Pétry, un autonomiste, qui fut élu à Strasbourg. C'est pour cela que j'affirme que M. le Reichskanzler Otto von Bismarck a obtenu plus qu'il ne le souhaitait au départ. Non seulement il a obtenu sa majorité au Reichstag et le vote de la loi portant sur le septennat, mais en plus il a écrasé le mouvement protestataire et porté un méchant coup au service de renseignement français. Et que pensez-vous que cela puisse donner à l'avenir? Est-ce qu'une telle politique ne risque pas d'être contre-productive? Eh bien, seul l'avenir nous le dira. J'ai bon espoir qu'un jour le Reichsland devienne un État égal en droit avec les autres États allemands, et cela me semble d'ailleurs en bonne voie. Après tout, il y a 4 ans, Sa Majesté le Kaiser a mis fin au régime restrictif des passeports entre France et Allemagne. Et en début d'année, M. Hugo Zorn von Boulard est devenu le premier Alsacien à entrer au gouvernement, le Ministerium für Elsass-Lothringen, ce qui est une preuve d'ouverture. Enfin, on ne peut qu'espérer que cela se poursuive dans cette direction. Ce sera donc le mot de la fin. Merci beaucoup, Monsieur Wollwitrich. Ce fut pour moi un honneur de pouvoir vous interviewer. Eh bien, tout le plaisir est pour moi. Excusez-moi, pourquoi...